Bonjour Bassam Tan. Bonsoir Frédéric Saillot d'Eurasie Express. C'est vrai que nous sommes le soir du 10 décembre, et je voudrais commencer par vous féliciter, Bassam Tan, pour ce qui va bientôt être la libération d'Alep. Il reste encore un réduit occupé par les terroristes au sud de la ville, mais je vous adresse toutes mes félicitations pour les 4 années de combat que vous avez menées pour maintenir la vérité sur l'évolution de ce conflit, Bassam Tan. Merci, je suis confus. Donc, ma première question va porter sur cette libération d'Alep qui n'est pas complètement achevée et qui s'accompagne de départ massif de la population des réduits encore occupés par les djihadistes. Alors, comment se déroule cet exode de la population et pourquoi fuit-il, Bassam Tan? Question naïve. Vous voyez, on ne peut pas, ce jour de gloire où Alep est quasiment libéré, ne pas évoquer les mensonges continuels dans nos médias sur ce qui se passe à Alep et comment, à travers quel spectre, on analyse la situation à Alep. Et c'est là où on se rend compte que le gouvernement français, ceux qui le servent dans les médias, sont vraiment hors jeu et à la limite hors sujet. C'est vraiment un tissu de choses incroyables. Par exemple, style, hein, ils nous disent que les rebelles, pas les islamistes terroristes, ce sont des rebelles toujours pour eux. Ces rebelles n'ont pas pu résister faute d'armement. Ah, alors, vous savez, Alep a 9 portes. Les 9 portes sont libérées. Alep est relié par des tunnels souterrains qui remontent peut-être parfois à la période des Hittites, de Ramsès II. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces tunnels? Le ventre de gruyère, je dirais, d'Alep. 2 millions d'obus. 2 millions d'obus. De missiles, de grades, de milans, d'obus de mortier, de Tau, n'est-ce pas, ces missiles redoutables anti-tank. Tout ça était stocké. Si on considère qu'aujourd'hui tout Alep a 2 millions, ben faites le calcul. Pour chaque individu, il a un missile en moins. Vous voyez. Et c'est fabriqué où? C'est fabriqué en Bulgarie, enfin sur les caisses. C'est-à-dire que l'OTAN s'est dépêché pour acheminer pendant la première trêve d'il y a quelques semaines tout cet armement qui est récent. On a les dates, vous voyez, des livraisons. Ça montre à quel point Kerry, ceux qui se réunissent aujourd'hui à Paris, à quel point ils sont hypocrites et traîtres et racontent n'importe quoi à leur peuple. C'est grave. Donc, si ces terroristes se sont effondrés, c'est pour des raisons multiples. L'une, c'est qu'avec l'aide des Russes, toutes les communications intergroupes islamistes étaient surveillées par des arabisants hors pair, par des gens qui parlaient tchétchène. Toutes les langues de ces djihadistes, il y avait des interprètes à l'écoute. C'était même relié à Moscou et d'autres, et qui donnaient en temps réel les déplacements des groupes et comment ils étaient affolés. Pourquoi affolés? Parce qu'ils croyaient que l'armée syrienne allait les attaquer par Cher Saïd, l'extrême sud des quartiers est. Eh ben non. L'armée syrienne, avec le conseil des experts iraniens, Hezbollah, russes, armée syrienne, ont attaqué par le nord. Les fortifications du nord se sont effondrées très vite. Tous ces quartiers ont été découpés en petits secteurs, en petits carrés, pour isoler les groupes et donner une chance aux civils pour fuir. Et ce fut la débandade. En plus de cela, il y avait, si vous voulez, des bombardements intensifs avant. Et là, permettez-moi de vous citer
un point exquis, hein, n'est-ce pas, de nos médias. La correspondante, grand reporter, demande à un réfugié et lui dit, il veut absolument lui faire dire qu'il fuit les bombardements. Elle dit, vous fuyez les bombardements? Il lui dit, non, les bombardements, c'était contre les islamistes, hein, c'est pas contre nous. Et là, comme c'était en direct et c'est traduit de l'arabe en français, je crois que ce média n'a pas osé effacer ce passage. Mais ça veut tout dire. C'est qu'on veut intimider ce pauvre réfugié et lui faire dire ce qu'il ne pense pas, et la réponse était très éloquente. Voyez. Par ailleurs, combien de fois on nous a parlé des hôpitaux? On a découvert l'hôpital Al-Ayoun d'ophtalmologie, dès le début de la crise, il y a 4 ans, hein, tout à l'heure, vous faisiez référence à nos interviews il y a 4 ans, j'avais dit que cet hôpital abritait les chefs des islamistes et qu'il fallait le bombarder. Hein. La chose est faite. Et on continue ici de dire, vous voyez, l'hôpital ophtalmo a été bombardé, c'est un hôpital. Puisqu'on a parlé santé et secours, que font les casques blancs? Eh bien, ils ont disparu dans la nature. On a trouvé les uniformes et les casques blancs par terre, dans les rues. Les gens ont fui parce qu'ils savent très bien qu'ils étaient payés par l'Occident, non pas vraiment pour aider les blessés. Et enfin, je ne veux pas transformer notre entretien en petites historiettes de... Non, mais franchement, l'entraînement des forces d'élite de l'armée syrienne aguerrie depuis 4 ans. Il ne faut pas oublier que ces forces ont mené la guerre de Al-Qusayr, près du Liban. Après la guerre de Maaloula, de Sednaya, les villages chrétiens qui ont été profanés. Ils ont mené les combats à Hama, à Homs. Donc, l'armée syrienne, on peut dire aujourd'hui, est prête à cette guérilla urbaine. Il n'y a pas de secret pour elle. Oui, justement, Bassam Tahan, dans le premier interview que vous m'aviez accordé, vous disiez à quel point déloger les terroristes d'Alep serait difficile, dans la mesure où ils avaient constitué, notamment avec l'argent de riches saoudiens, des cellules dormantes dans la vieille ville d'Alep, et que l'armée syrienne, précisément, aviez-vous précisé à l'époque, était une armée classique, habituée à opérer sur des terrains de guerre classiques. Et là, vous avez rappelé toutes les batailles qu'elle a menées pendant cette guerre de Syrie. Elle paraît tout à fait opérationnelle dans la tactique de contre-guérilla en milieu urbain. Et c'est très important. Vous avez rappelé aussi le rôle des conseillers des divers alliés de la Syrie. Donc la façon dont cette armée est aguerrie et a intégré toute une série de leçons tactiques et stratégiques permet d'envisager la suite. Une fois Alep prise, que pensez-vous que seront les prochaines opérations militaires en Syrie? Alors, avant de vous répondre sur l'après, voyons sur ce qui s'est passé. C'est vrai que cette élite, par effet de surprise, a réussi à libérer Alep-Est. On pensait, selon les experts militaires, qu'il fallait au moins 200 000 hommes pour libérer Alep. Et là... Et sur une durée relativement longue, alors que ça a été très rapide. C'est une blitzkrieg. Il y a sur le terrain entre 40 et 50 000 soldats syriens, avec le Hezbollah, avec les volontaires syriens et irakiens. À peu près 50 000. Face à cela, honnêtement, il y a 10 000 djihadistes, 10 à 12 000. Aujourd'hui, on estime les djihadistes qui restent encerclés dans les 4 quartiers du sud, c'est-à-dire Kallassé. Kallassé est tout près c'est le quartier le plus près de la porte d'Alep d'entrée, quoi. La porte d'Antioche. La porte d'Antioche qui est tenue par l'armée syrienne, puisque vous disiez que toutes les portes d'Alep étaient toutes les portes sont libérées et c'est symbolique. Vous savez,
C'est par la porte d'Antioche qu'il y a eu la conquête musulmane. La porte d'Antioche aujourd'hui est tenue par l'armée syrienne. À côté, il y a le quartier Kalassé. Il y a évidemment le grand quartier populaire de Salah ad-Din qui est très populeux. Ça grouille de monde. C'est un quartier nouveau. Et si les Russes et les Syriens vont lentement, c'est justement à cause de ces trois autres quartiers qui surplombent la ville, c'est-à-dire Salah ad-Din, l'Ansari, c'est un peu sur une petite colline, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'extension de la ville. Je ne peux pas ne pas parler avec amour de ma ville. Vous savez que historiquement, selon la légende, Alep a été construite sur cette colline, tout comme Rome. Sauf qu'Alep est plus vieille que Rome de quelques milliers d'années, quoi. Bref, donc là, je crois qu'on est en train de négocier une reddition. Les Russes et les Syriens discutent avec les Américains comment trouver une issue, pas peut-être pour toutes ces forces encerclées, mais il paraît qu'il y aurait des officiers occidentaux là-dedans. Et il faut trouver une issue honorable, ne pas... Alors, tout le monde dit ça, moi franchement, je n'ai pas d'infos là-dessus. Est-ce que vraiment, comme on prétend, il y a des Américains, des Français, des Turcs qui sont encore avec ces 7000? Le chiffre qui circule, c'est 3000 conseillers occidentaux de l'OTAN. Oui, dans toute la Syrie. Dans toute la Syrie, oui, absolument. Oui. Oui. Non, mais là, pas... dans l'enclave qui reste... Là, je n'ai pas non plus d'informations. Je ne pense pas. Puis je crois que là, aujourd'hui, il y a 1200 qui se sont rendus. Hein. 1200 qui se sont rendus. C'est un chiffre très important par rapport à... Sur 7000... aux dizaines qui se rendaient les jours précédents. Et puis ça prouve que les chefs de ces terroristes n'arrivent pas à empêcher les gens de se rendre, parce qu'ils leur avaient promis la mort. Et effectivement, ils avaient tiré. On a des témoignages sur des gens qui ont essayé de se rendre, que ce soit des civils ou des militaires, il y a eu des morts. Hein. Et alors, évidemment, on découvre toute la torture qu'il y avait dans ces prisons de tribunaux d'inquisition. Mais voyez, toute cette image, on n'en parle pas dans les médias. J'ai vu des émissions, soi-disant, en terre ou en l'air, ou je ne sais pas quoi, sur Alep, mais c'est à mourir de rire. Ils vivent dans une bulle, isolés de toute la réalité. C'est vraiment ce qu'appelle Brecht l'aliénation totale. Ils sont dans une aliénation. Viendra un jour où on parlera de l'aliénation des 5 ans du printemps maudit concernant la Syrie, dans les médias. Hein? Et alors, la meilleure preuve qui vous donne, oui, mais c'est un grand reporter qui vous dit ça. Ah bon? Et alors? C'est quoi un grand reporter? C'est le pape? C'est l'infaillibilité? Combien même il serait le pape, vous savez, le pape consulte les cardinaux hein, avant de... Alors là, je ne sais pas s'il se consulte entre grands reporters, mais franchement, jusqu'à quand on va nous abreuver de ces faux spécialistes qui font tous les plateaux, hein. En une soirée, vous avez... tout le monde passe chez tout le monde, nous raconte la même soupe. C'est vraiment des marchands de soupe. Pas franchement. Ah ben, je n'ai pas répondu à votre question. J'allais vous la rappeler. Oui. Alors, si vous voulez, l'après, c'est clair. La bataille d'Alep, c'est la guerre de Syrie. Hein. Et la partie est jouée, hein. Comme je disais ce matin. La partie est jouée. Il semblerait qu'il y ait encore 2 places fortes. La première, c'est Idlib, qui se trouve entre Alep et Latakié, donc la côte alaouite, la capitale de la côte alaouite, comme on la nomme. À Idlib, qui est un gros bourg agricole, il y a tout de même l'état-major d'Al-Qaïda qui tiennent une région stratégiquement importante entre Alep et Latakié à nouveau, mais surtout le long de la frontière turque où transitait toute la logistique terroriste. Et il y a la deuxième place forte en Syrie, c'est Raqqa, où se trouve là l'État islamique. Alors, dans quelle direction l'armée syrienne va-t-elle orienter son offensive après la libération d'Alep? Vous savez, les Turcs aident aujourd'hui 2 régions.
Hein, le bouclier de l'Euphrate, aujourd'hui ils sont entrés dans le premier quartier de la ville, Al-Bab, qui veut dire la porte. Ça c'est le bouclier de l'Euphrate. C'est une région indépendante d'Idlib. Et Idlib à l'ouest. Bon. Comment c'est que les relations entre la Russie et la Turquie ont radicalement changé? Vous me direz oui, mais les Turcs, on ne sait pas comment ils réagissent. Tous les jours, ils sont un peu comme les Américains, tous les jours on a une déclaration qui contredit celle d'hier, de la veille. Ah, ça on l'a remarqué. Mais quand même, la Turquie est dans une position très faible, avec le problème kurde, avec l'échec qu'elle a essuyé pendant 5 ans dans cette guerre de Syrie, avec toutes les dépêches de Wikileaks concernant l'affaire du pétrole, le gendre de Erdogan. Donc, moi je crois qu'il y a toujours moyen de faire pression sur la Turquie, sur les deux dossiers, celui d'Idlib et celui du bouclier de l'Euphrate. Celui du bouclier de l'Euphrate, je peux dire que ça a été toléré dans une certaine limite, avec certaines conditions, mais pas celui d'Idlib. Donc, là, géographiquement parlant, on va dégager 40 à 50 000 hommes de la bataille d'Alep. Ces gens-là, sans doute, vont se préparer, après un bombardement massif d'Idlib, pour libérer toute la campagne d'Idlib qui va jusqu'à l'Oronte. Vous savez, cette belle rivière qui contredit toutes les rivières qui roulent vers le nord, alors que toutes roulent vers le sud. Hein? Et c'est là où je crois que, une fois Idlib libéré, alors là, permettez-moi aussi de corriger des bêtises que j'ai entendues dans ces émissions de nos télés officielles, la Syrie utile. Qu'on va libérer la Syrie utile, Alep fait partie de la Syrie utile, Idlib aussi. Et alors, c'est tellement stupide ce qu'on... Alors, il y a un historique du terme. On parle d'habitude du Maroc utile du temps de la colonisation du Maroc. Enfin, colonisation, protectorat, mandat, appelez protectorat, appelez ça comme vous voulez, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, comme on dit. La Syrie utile, c'est tout le bassin de l'Euphrate, parce que la Syrie ne peut pas vivre sans eau. Et toute l'eau est aujourd'hui du côté justement de la Syrie estimée inutile par nos grands spécialistes de la télé. Et qui tiennent à ce qu'on dise qu'ils sont docteurs en géopolitique. En France, c'est une nouvelle tradition allemande, là, maintenant, qu'on appelle les gens docteurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jamais, moi, je n'ai entendu quelqu'un le présenter comme docteur. Il est spécialiste, point. Bon, bref. Alors, tous mes respects aux doctorants et doctorats et membres du jury avec ou sans félicitations. Mais la Syrie utile est aussi le pétrole. Pourquoi voulez-vous que le pétrole syrien ne soit pas utile à la Syrie? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? La Syrie, les greniers de la Syrie se trouvent dans le nord, dans la partie occupée par les Américains, aujourd'hui. Vous voyez? Alors qu'on arrête cette Syrie utile. Vous voulez une Syrie utile alors rendez Alexandrette et Antioche. Ça, c'est le prolongement de la côte syrienne. Ce sont nos vieux ports sur la Méditerranée. Et je rappelle que pour les géographes arabes, l'île de Chypre s'appelait l'île d'Alep. C'est la route de la soie. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, revoyez vos toponymies, revoyez vos livres de géographie et d'économie. La Syrie utile englobe non seulement les frontières actuelles, mais plus. Alors, arrêtez avec cette fausse conception. Vous avez rappelé la nécessité vitale pour la Syrie de récupérer ses territoires au nord et à l'est. Nous avons appris hier que les Américains, le Congrès américain avait décidé de lever l'embargo sur les armes lourdes à destination de la Syrie. Il serait même question d'envoyer à l'opposition modérée syrienne des missiles sol-air. Et Obama a décidé l'envoi de 200 forces spéciales supplémentaires dans le nord de la Syrie, précisément. Alors,
La bataille de Raqqa ne va-t-elle pas être plus compliquée que la bataille d'Alep, Bassam Tahan? Alors, pour la levée de l'embargo, pour ce qui est des forces encerclées à Alep, ça sert strictement à rien. Ils ne recevront jamais ces missiles sol-air anti-avions. Hein, là, il faut plier les cartes, il n'y a rien à faire. Maintenant, permettez-moi quand même de commenter cette réaction de baroud d'honneur d'Obama qui quitte la Maison-Blanche et qui lève l'embargo. À la limite, pour moi, ça ressemble étrangement à un règlement de compte avec Trump. Qu'avant de partir, tu vas voir, tu nous as assez posé de problèmes à Clinton et à moi, ben nous, on va lever l'embargo. Oui, mais vous savez, en levant l'embargo, on a vu comment ces armes s'acheminaient vers des gens qui étaient peu recommandables. Ce sont les amis qui font le bon boulot de certains responsables français. Maintenant, je ne cite plus, tout le monde sait qui est qui dans cette affaire-là. Alors, et si un jour un missile nous abat un avion français, ou abat un avion turc, ou un avion américain de la coalition, ou un avion canadien, le Canada qui se presse pour voter encore des sanctions, encore un cessez-le-feu. Mais enfin, quand est-ce qu'on va comprendre qu'accorder un cessez-le-feu, une trêve à Alep, c'est nourrir les cellules dormantes qui vont égorger peut-être d'autres religieux, qui vont assassiner d'autres jeunes dans des théâtres, dans des salles de chansons, Bataclan et autres, et on continue comme si de rien n'était. Mais vraiment, à nouveau, c'est l'aliénation. Donc, moi, je ne m'inquiète pas de cela, vous voyez, parce que ça montre aussi l'aspect paradoxal et contradictoire de ces gens-là. Au moment où ils se réunissent pour réclamer une trêve et qu'ils votent pour une trêve, ils lèvent l'embargo. Mais alors quoi, vous voulez la paix ou la guerre? Apparemment, vous voulez plus la guerre que la paix, sinon pourquoi vous levez l'embargo? Soyons un peu terre à terre dans nos raisonnements et écoutons notre bon sens. Vous avez raison de souligner les contradictions dans lesquelles s'empêtrent les Occidentaux, à commencer par les Américains, enfin l'administration actuelle qui est sur le départ. Vous avez rappelé qu'aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, avait lieu une réunion des affinitaires de la Syrie, ce club occidentalo-golfique, si je puis me permettre cette expression. Le même jour, aujourd'hui à Genève, ont lieu des discussions entre la Russie et les États-Unis. Alors la question est la suivante, l'Occident soulève la question humanitaire et voudrait commencer à prendre position pour un règlement politique de la Syrie prochainement libérée. Pensez-vous que les Occidentaux aient une quelconque chance de peser sur l'avenir politique de la Syrie dans la position qui est la leur actuellement? Vous savez, j'aime beaucoup Ségolène. Je la trouve très intelligente dans beaucoup de dossiers. Et il faudrait appeler ça, mettre ça sous dans une approche de classification taxinomique, je dirais, affinitaire, l'affinitude. On est en plein air d'affinitude en ce moment. Rien que parce que Ségolène a trouvé un beau suffixe pour la langue française, et qui pourrait être générateur de nouveaux mots. Et je trouve ça très bien. Donc, dans cette affinitude occidentale aujourd'hui, alors on remarque que 5 ans, on les a perdus, on ne voulait pas négocier, on croyait qu'Alep allait devenir éternellement islamiste. Eh ben non. Donc là, on change de cap et on dit non, 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 nous on est prêts. L'opposition a dit qu'elle était prête à négocier sans aucune condition, sans aucun préalable. Oui, mais franchement, cette opposition ne représente plus rien. Elle n'a jamais rien représenté. Elle se disait représentante de, n'est-ce pas, des rebelles. Ces rebelles ont toujours dit qu'elle ne les représentait pas, que eux voulaient installer un califat. Bon. Là, bon, par affinitude,
on fermait les oreilles, on disait mais non, il y a des liens. Alors il suffisait qu'un farfelu aille voir au Quai d'Orsay un responsable pour lui dire mais vous savez, Assad, c'est l'affaire d'un missile sur son palais, puis l'affaire est close. Et puis d'ailleurs, on découvre, en écoutant les émissions un peu débiles de notre télé dernièrement, que le plan français, ils agissaient à la manière coloniale comme si c'était la prise d'Alger, quoi. Qu'on allait bombarder, et puis... Ah, vous parlez donc de l'opération que voulait réaliser... Oui, en 2013, en 2013. Mais non, mais ça tient pas. Ils se sont pas rendus compte que la Syrie avait des moyens de défense aérienne capables d'abattre leurs avions. Non, mais tout ça, c'est vraiment l'apprenti sorcier, c'est du bricolage. Et alors, quand on a obligé les services secrets à faire un faux rapport sur le chimique, je ne veux pas être à la place du chef des services secrets français. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent là-dedans, qui exposent leur vie. D'ailleurs, nous aussi, on expose notre vie en prenant ces positions. Mais, comme dirait mon grand-père, quand on a la baraka, ben, il faut chercher à la garder, cette baraka. Non, mais pour vous dire, toute cette réunion ne sert à rien. La Syrie va être libérée entièrement. Ces rebelles vont être jugés. Si ce n'est pas le gouvernement légitime qui va les juger, il y a des justiciers syriens qui les jugeront, qui les attendent. Ne croyez pas qu'on les attend au tournant d'une manière très civilisée. Nous avons toujours été civilisés. Nous avons inventé l'écriture. Et tant de choses. On les poursuivra en bonne et due forme. Nous aimons l'état de droit et pas les complots à la socialiste qui cherchent à confondre entre la guerre de 1936 d'Espagne et une rébellion d'islamistes fanatiques qui est là, qui n'attend que la belle occasion pour détruire notre civilisation occidentale. L'Occident, quel est ton Orient? L'Europe. L'Europe est une fille de chez nous. C'est la fille du roi de Tyr. C'est elle qui a enseigné à l'Occident l'alphabet. Ne venez pas nous donner des leçons de droit humain et je ne sais quoi. Considérez l'Orient à sa juste valeur. Ayez les bons interlocuteurs et non pas des maires bidons qui n'ont jamais été élus, à qui on déroule le tapis rouge. À bon entendeur, salut. Merci, Bassam Tahan. Merci.